Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Invitation au voyage, on part à la mer. À quelques kilomètres de Lisbonne, nous siroterons un vodka martini mélangé au shaker aux côtés de James Bond. C'est ici, dans la petite station balnéaire d'Estoril, que Ian Fleming a créé le plus célèbre des agents britanniques. Mais pourquoi précisément à Estoril ? Ce sera l'inspiration. Le casino d'Estoril peut être considéré comme une sorte d'acteur de l'espionnage au Portugal, car c'est là que tout se passait. Force est de constater qu'ici, on se transmettait des indices, on trahissait, on se trompait mutuellement. Nous prendrons le tram ensuite en Belgique, le long de la mer du Nord. Le tram Pimpon, comme le surnomment ses fans. De Ostende à Knokke-le-Zout, vous verrez toute la nostalgie qu'il transporte. Et Pierre, tu te souviens, à l'époque, de notre jeune temps, les portes étaient ouvertes, il y avait la barre de sécurité et les gens se penchaient comme ça et roulaient, ils adoraient ça. Moi, entre autres. Ah oui, ça faisait de l'air frais, hein. Pour cuisiner, nous vous emmènerons près de la mer des Caraïbes, à Boston Bay en Jamaïque. Je peux avoir un poulet, s'il vous plaît? Ça y est, on a terminé les courses. Allons cuisiner tout ça. Au menu, du poulet qui devrait faire grimper la température de quelques degrés, du poulet jerk. C'est prêt maintenant. On va faire ce qu'on fait de mieux. On va découper et manger. Enfin, l'histoire inattendue, elle aussi, a le pied marin. Sur l'île de Groix, je vous raconterai le destin d'un navigateur breton pas très recommandable, qui a pourtant donné son nom à un archipel. Mais d'abord, la devinette. Comment la comtesse de Monteil est-elle devenue l'une des personnalités françaises les plus fascinantes au début du XXe siècle ? Tout le monde loue une dame parfaitement organisée, chic, drôle et belle. Mais ce n'est pas pour ces raisons que notre comtesse a accédé à la notoriété, alors comment ? Vous aurez la réponse en fin d'émission, mais tout de suite, on part en filature au Portugal. Notre mission, découvrir qui se cache derrière l'agent 007. C'est l'inspiration. Une voiture élégante fait rugir son moteur sur une route panoramique. Au volant, un gentleman armé auquel il ne faudra que quelques minutes pour sauver de la noyade une femme en robe de soirée avant de repartir nonchalamment siroter un cocktail dans son hôtel de luxe. Nous sommes en 1969. James Bond débarque sur la Riviera portugaise. Avec le tournage du film Au service secret de Sa Majesté, l'espion fictif le plus célèbre de l'histoire marche dans les pas de son créateur, Ian Fleming. 28 ans plus tôt, en 1941, celui qui n'est pas encore écrivain fait ses armes d'agent secret dans la luxueuse station balnéaire d'Estoril, devenue la capitale mondiale de l'espionnage. Dans ces décors grandioses, il puise les ingrédients du premier livre de la saga James Bond, Casino Royale. La Riviera portugaise s'étend à l'ouest de Lisbonne dans une invitation au farniente. Ces plages dorées sont plébiscitées depuis les années 30 par les riches européens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la planète est déchirée par de violents combats, le dictateur Salazar adopte une position qui booste le destin de la région. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Portugal était un pays neutre. Il y avait une alliance très ancienne avec la Grande-Bretagne. Mais d'un autre côté, d'un point de vue idéologique, il était proche de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. L'impact de la Seconde Guerre mondiale sur le Portugal a été très intéressant, car c'était un pays complètement isolé et inconnu en Europe. Et c'est devenu un pays cosmopolite. La Riviera portugaise abritait des hôtels de luxe, des hôtels 5 étoiles où séjournaient souvent à la fois les réfugiés les plus riches, les espions et les diplomates. C'était une sorte de microcosme en pleine guerre. S'il y avait eu des magazines comme Jour de France ou Paris Match à cette époque, ils auraient été là. Nous avons discuté avec des membres de nos services secrets. Ils nous ont dit, si vous voulez voir ces agents de l'Abwehr,
comme ils les appellent, vous les trouverez pour la plupart en train de jouer au casino d'Estoril. Estoril était un haut lieu de l'espionnage. On y trouvait donc des espions allemands et des espions britanniques. Et chacun surveillait l'autre. Parmi les espions qui grenouillent ici, Ian Fleming. Le jeune homme de bonne famille, qui a exercé les métiers de journaliste et de courtier, est en reportage pour le Times lorsqu'il est recruté par les services secrets britanniques. Cette nouvelle carrière de l'ombre lui offre une fenêtre sur un monde imprévisible. Ian Lancaster Fleming était un espion britannique pour les services de renseignement de la marine. On pense qu'il venait ici, comme son patron Godfrey, pour faire du repérage des lieux qui pourraient être sabotés si le Portugal était envahi par l'Allemagne nazie. Ian Fleming n'était pas un cas unique. De nombreux individus qui n'ont probablement jamais pensé qu'ils allaient devenir des espions ont fini par être placés pour des raisons patriotiques dans des agences de renseignement et des agences secrètes, au lieu, par exemple, d'aller sur le front. L'espionnage est comme un iceberg. Il y a tellement de choses cachées sous la surface. L'ennui, c'est que l'espionnage est toujours plus efficace qu'une intrigue que je peux inventer moi-même. Le sabotage, la contre-information, les fake news si connues aujourd'hui, étaient transmises à partir du Portugal. Si l'Allemagne nazie voulait diffuser de fausses informations pendant la guerre, ce qu'on appelle de la propagande noire, c'est là que cela se produisait. L'expérience qu'il a vécue ici et la connaissance de l'envers du décor de l'espionnage lui ont permis d'acquérir d'immenses connaissances pour créer des livres de fiction qui reposent beaucoup sur la réalité. Peu de gens semblent se rendre compte que de nombreux incidents dans les livres de James Bond sont basés sur des faits réels. Je les assemble et j'ajoute une belle fille pour en faire une bonne histoire. Dans Casino Royale, la scène du pari était tout à fait authentique. J'étais à Estoril pendant la guerre. Le casino d'Estoril peut être considéré comme une sorte d'acteur de l'espionnage au Portugal, car c'est là que tout se passait. Force est de constater qu'ici, on se transmettait des indices, on trahissait, on se trompait mutuellement. Il est impossible de savoir dans le détail ce que Ian Fleming a fait ici, car les agences secrètes n'ont pas fourni beaucoup de documents datant de la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est un secret en soi. Cette immersion dans la plaque tournante de l'espionnage international lui inspirera l'atmosphère de son premier roman, Casino Royale, publié 12 années plus tard. Et c'est à quelques pas de là, dans l'hôtel le plus luxueux d'Estoril, que Ian Fleming fait la rencontre décisive de l'un des plus grands espions de son époque. Un collègue qui travaillait à cette époque m'a dit que l'hôtel était un nid d'espions. Et c'est très drôle, parce qu'il y a des clients qui viennent ici et disent « Mon grand-père était là pour espionner en 41, 42, 43 ». Quand un agent secret s'enregistrait, il s'inventait d'autres métiers. Il disait qu'il était journaliste ou qu'il était avocat. Mais bien sûr, ce n'était pas vrai. C'était juste pour tromper les autres espions présents. Je voulais que Bond soit un personnage fort, masculin, une figure composite d'espions que j'ai rencontrés pendant la guerre. Voici une copie d'une fiche individuelle de séjour. Tous les hôtels devaient remplir ces formulaires pour les remettre à la police. Duško Popov, le plus important espion de l'époque, s'est enregistré en 1941 comme étant avocat. Cette fiche, c'est la même chose, c'est une fiche individuelle. Ian Lancaster Fleming, de nationalité anglaise, est arrivé au palace le 20 mai 1941. Les deux sont donc venus à la même période. Duško Popov, espion d'origine serbe, est alors une pièce maîtresse du Double Cross Committee, un puissant réseau de contre-espionnage composé d'agents doubles qui prétendent être au service de l'Allemagne nazie, mais qui travaillent en réalité pour les Britanniques. Ian Fleming est ici chargé de surveiller Popov
pour s'assurer de sa loyauté. Ils se donnaient rendez-vous ici, au bar. Ils parlaient beaucoup. Ils commandaient toujours des boissons différentes. Parfois de l'eau, du champagne. Mais la boisson qui est entrée dans la légende de James Bond, et qu'il commandait souvent, était le dry martini. De l'endroit où il se trouvait, il pouvait suivre et écouter toutes les conversations des autres. Et puis, il parlait au concierge pour savoir qui était entré, qui n'était pas entré. Selon Popov, alors qu'il est un soir suivi par Ian Fleming jusqu'au casino, il bluffe un riche Lituanien au baccarat et mise sur une seule donne les 38 000 $ de ses frais de mission, soit plus de 700 000 $ actuels. Un coup gagnant qui aurait inspiré la scène inaugurale de Casino Royale et ancré ce flambeur polyglotte dans la mémoire de Fleming. Ian Fleming était une personne très observatrice. Parce que je pense qu'il a toujours eu en tête qu'il écrirait plus tard. Duško Popov a été l'inspiration de Ian Fleming. S'il avait dû y avoir un vrai James Bond, ça aurait été Duško Popov. Car il avait toujours 2 belles femmes avec lui, à qui il donnait de l'argent pour jouer. À cette époque, il a dilapidé beaucoup d'argent. Duško Popov était un homme très élégant, très sûr de lui. Toujours en mouvement, il ne tenait pas en place. C'est grâce à lui que la saga James Bond a vu le jour avec un héros toujours accompagné de 2 belles filles. Ce héros séducteur vivra 14 aventures sous la plume de Fleming avant de briller sur grand écran. En 1969, alors que James Bond est adapté au cinéma pour la 6e fois, le réalisateur Peter Hunt revient avec le film Au service secret de Sa Majesté, aux sources portugaises de l'œuvre de Fleming. Il transpose la ville fictive de Royal-les-Eaux, ses têtes couronnées et ses espions sur la Riviera. À Cascais, sur la plage du Guincho, la magie opère. Je pense que pour réunir les ingrédients d'un bon film de James Bond, on doit avoir des plages incroyables, avec des femmes incroyables. Et il faut toujours avoir des voitures que n'importe quel homme ou femme aimerait avoir. C'est ça le style de vie de James Bond. Et justement, la première chose que nous voyons de Bond au Portugal, c'est lui en train de conduire sa voiture, d'allumer sa cigarette et de passer près de cette plage. Il voit une femme dans les vagues qui essaie de se noyer. Et comme tout gentleman, James Bond laisse tout tomber, traverse la plage en voiture et part la sauver. Et au milieu de tout ça, il se bagarre avec 2 types. Mais ça fait partie de son travail. Le réalisateur adorait cette plage. Il voulait que les vagues et le ressac fassent partie de l'action. Et il a réussi. Bond essaie de noyer l'un des bandits, qui essaye de le noyer en retour. Cela provoque une émotion qu'on n'avait jamais ressentie auparavant. Et en tant que Portugais, en voyant cela, on s'est dit immédiatement que c'était crédible. Cela aurait pu arriver ici au Portugal, car la mer est très violente, même si elle est belle. Malgré la dictature qui sévit à la tête du Portugal depuis 40 ans, cette zone surnommée la Côte des Rois brille toujours en 1969 par son élégance et sa vie mondaine. Un écrin idéal pour accueillir la passion naissante de James Bond et d'une comtesse rebelle. Cette région d'Estoril était connue pour ses habitants qui avaient de l'argent, qui étaient les plus aisés. On y trouvait donc les meilleurs restaurants, les meilleures festivités. Et des gens du monde entier vivaient ici, car à cette époque, il régnait une atmosphère politique étrange. Mais sur la Riviera, les gens se sentaient libres et heureux. Je pense que Peter Hunt a choisi le Portugal avant tout comme un hommage à l'écrivain Ian Fleming. Parce qu'à cette époque, Ian Fleming était de plus en plus adoré par les fans du personnage de James Bond. Dans ce film en particulier, Au service secret de Sa Majesté, on voit très bien qu'il y a l'empreinte de Ian Fleming. Ces petits clins d'œil qui apparaissent dans les films, pour nous les vrais fans, c'est un régal. Pourquoi persistez-vous à vouloir me secourir? Dites-moi, monsieur Bond. Cela devient une habitude, n'est-ce pas, comtesse Teresa? Seuls les gens qui tiennent à la vie sont prudents. S'il vous plaît, essayez de rester en vie, au moins pour cette nuit. Le film est l'un des préférés des fans, car on peut voir un Bond tel que Ian Fleming l'a écrit.
C'est un Bond avec moins de gadgets et qui se bat tout seul. Il est plus sensible. Et le fait qu'il tombe amoureux de Tracy fait toute la différence. Le Portugal occupe une place très importante dans ce film, car tout le côté romantique, passionné, se déroule dans notre pays. Bond se marie pour la première et unique fois dans l'histoire du cinéma. C'était très étrange pour tous les amateurs de Bond à l'époque, mais c'est un film qui a fini par gagner sa place dans le cœur des fans. Nous avons l'éternité devant nous. Les paysages de la Riviera portugaise entrent dans la postérité, comme le décor d'une page décisive de la vie de Bond et de Fleming. James Bond n'a jamais traqué de tueur en série, si je ne me trompe. Eh bien, Lisbonne en a pourtant connu au moins un. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvinot. C'est troublant, hein? Voilà un face-à-face qui ne laisse pas indifférent. Il y a encore comme une étrange lueur qui semble briller dans ses yeux. Et ses cheveux, et cette barbiche qui flotte. On a du mal à croire que cette tête est là depuis près de 2 siècles, dans ce bocal rempli de formol. Cette tête est celle de Diogo Alves, conservée à la fac de médecine de l'université de Lisbonne. Diogo Alves, l'un des premiers tueurs en série du Portugal. Il a tellement marqué le pays que le premier film tourné au Portugal lui a été consacré. Les crimes de Diogo Alves. Les crimes au pluriel, donc. Diogo Alves en aurait commis environ 70. Sur ce pont, Aqueduto das Águas Livres. Un pont qui permettait aux paysans de partir travailler au champ, puis de revenir chez eux en ville. Du moins pour ceux qui n'ont pas croisé Diogo Alves. Les autres, les 70, ont d'abord été dépouillés, puis sont tombés du pont, poussés par le tueur. Une chute fatale de 65 mètres. Nous sommes au début du 19e siècle, et à l'époque, les temps sont durs. Les autorités pensent d'abord à une série de suicides et décident de fermer le pont provisoirement. Diogo Alves est obligé de changer de territoire, un changement qui va causer sa perte. Il s'associe à un gang, cambriole et assassine au besoin les propriétaires des maisons. C'est après le vol et le meurtre d'un médecin et de toute sa famille, roi das Flores, qu'il est arrêté puis pendu le 19 février 1841. À l'époque, la science du cerveau en est vraiment à ses débuts. Et on pense que le crâne reflète la personnalité de l'individu. Ça s'appelle la phrénologie. Les médecins sont persuadés qu'en étudiant la forme de son crâne, ils pourront mieux comprendre la personnalité de Diogo Alves. Évidemment, aujourd'hui, on sait que tout ça est faux. Et d'ailleurs, quand on regarde sa tête, 200 ans après, rien ne nous dit qu'il reste à ce jour l'un des plus grands serial killers du pays. On part humer les embruns de la mer du Nord maintenant. 2h20 de pur bonheur, porté par la plus longue ligne de tramway au monde. C'est l'héritage. Le long des 67 km que compte la côte belge, longue fenêtre sur la mer d'un pays de 11 millions d'habitants, circule la plus longue ligne de tramway au monde. C'est le mythique tram du littoral, surnommé affectueusement Pimpon par des générations d'enfants en raison de son célèbre klaxon, promesse des joies d'une journée à la plage. Et Pierre, tu te souviens, à l'époque, de notre jeune temps, les portes étaient ouvertes, il y avait la barre de sécurité et les gens se penchaient comme ça et roulaient, ils adoraient ça. Moi, entre autres. En été, ça faisait pas... Ah oui, ça faisait de l'air frais, hein. Prendre le tram du littoral, c'est embarquer pour un voyage dans la mémoire et dans le cœur des Belges. Cette ligne parcourt toute l'histoire du plat pays qu'elle traverse de part en part. De la Panne à la frontière française, jusqu'à la très chic Knokke-le-Zout, le tramway relie 17 stations balnéaires de Belgique qu'il a contribué à faire sortir du sable. Je crois que nous devons remercier le tram tous les jours, car toute notre vie touristique, commerçante, villégiature, toutes les commodités, ça a commencé avec le tram. Les touristes sont arrivés avec le tram. Devenu un symbole populaire, le tram du littoral a pourtant des origines royales. Tout commence à Ostende, connue comme la reine des stations balnéaires belges.
Dès les années 1830, la famille royale de la toute jeune Belgique prend ses quartiers d'été dans cette petite bourgade portuaire cernée de dunes. Quand il monte sur le trône en 1865, Léopold II décide de faire d'Ostende la vitrine de ses ambitions. Il était surnommé le roi bâtisseur. Déjà, en tant que prince héritier, Léopold II était intéressé par ce qu'il appelait l'art du dehors, c'est-à-dire l'architecture. Il s'est ensuite inspiré des réalisations des rois de France. Léopold II rêve de concurrencer les grandes stations de la Côte d'Azur et de Normandie. Sur son impulsion, Ostende se dote d'un hippodrome, d'un nouveau casino et d'un hôtel de prestige. Pour dessiner ses galeries royales, le monarque à barbe blanche engage l'architecte Charles Giraud, à l'origine du Petit Palais à Paris. Le tram à vapeur a été utilisé pour apporter les matériaux de construction pour les galeries. Elle permettait de relier l'hippodrome à la Villa Royale. Les visiteurs des courses hippiques étaient protégés des intempéries et du sable par une cloison de verre disposée au centre des galeries royales. Ambitieux, voire mégalomane, le roi ne compte pas s'arrêter là. D'autant qu'il en a les moyens, grâce à l'argent amassé dans l'exploitation violente et aujourd'hui largement décriée de sa colonie du Congo. Si la petite Belgique n'a que peu d'atouts pour briller sur la scène internationale, son ouverture sur la mer est une aubaine selon le roi, convaincu qu'un jour, ce sable se changera en or. En fait, il voulait développer tout le littoral. Notre côte ne fait que 67 km et le roi voulait la rendre plus touristique, plus attractive, pour les loisirs et l'agrément des personnes de la haute société, afin qu'elles viennent ici, en villégiature. Dès 1885, Léopold II soutient la construction d'une ligne de tram entre Ostende et Blankenberg. À la manière du chemin de fer dans l'Ouest américain, le tramway emmène les pionniers du tourisme par-delà la dune, à une époque où la bourgeoisie européenne découvre les bienfaits des bains de mer et du grand air. Partout où passe le tram, le standing des stations monte. Voitures tirées par des chevaux, à vapeur ou électriques, tout coexiste jusqu'en 1914. Située entre Ostende et Blankenberg, la station du Coq-sur-Mer, De Haan aan Zee en néerlandais, a conservé son style Belle Époque. La gare combine avec élégance les éléments de style anglo-normand, art nouveau et art déco, et rompt avec la traditionnelle brique rouge du Nord. La gare du Coq est tellement belle, elle est de 1902. Elle est très belle dans ce sens que c'est pour la première fois qu'on a employé les briques jaunes. Et pendant la Belle Époque, on disait de ces briques que c'était la pelle au soleil. Avec ses coquettes villas bordées de jardins soignés, le quartier de la Concession a été mis en place par l'État belge pour favoriser l'installation de riches propriétaires tout en préservant l'harmonie du paysage. Les villas étaient construites la plupart du temps par des estivants, par des gens bruxellois, anversois, toutes les grandes villes de Belgique, disons. Et ils venaient pour habiter en été ici à la mer. Le style anglo-normand que vous voyez ici derrière moi, vous voyez que c'est presque toujours peint en deux couleurs, c'est des colombages, tout ça pour une certaine élégance. En plus des villas, les hôtels de charme fleurissent aux abords de la gare du tram qui transporte pour Brigitte tout un bagage de souvenirs. Le tram de 11 heures, c'était le tram tout à fait spécial, que j'ai bien connu, que j'ai bien aimé, car c'était le tram qui amenait les huîtres et le homard. Alors, les enfants des hôtels ou des restaurants
venait souvent chercher, vers 11 h, les petites caisses en bois. Avec ma sœur, je le faisais souvent. Si Léopold II a fait d'Ostende la reine des plages, il veut attirer ici une clientèle britannique plus sélecte. Il installe donc en 1903, à quelques kilomètres de la station de tram du Coq, le premier parcours de golf de Belgique qui suit l'ondulation naturelle des dunes. Le roi venait très souvent en tram. Il avait d'ailleurs un wagon spécial pour lui, mais il venait au golf en tram. Et il y avait une petite station, même, qui n'existe plus, une belle petite station, ici, près du golf. Le golf a apporté au Coq un certain climat d'élégance, d'un côté, et de tranquillité en même temps. Il y a ce parfum unique, doux, en fait de l'églantier, mais ce sont des roses des dunes. Et entre les bosquets, qui sont quand même uniques, on voit la mer. C'est ça qui donne cette exclusivité à cet endroit ici. Bientôt, ce public élitiste va devoir partager l'espace conquis sur la dune. En 1936, la loi instituant les congés payés, calquée sur le modèle français, permet aux Belges plus modestes de se faire une place au soleil. On trouve alors des abonnements bon marché pour le train de plaisir qu'est le tram. Au-dessus du Coq, Blankenberg est l'archétype de la station balnéaire familiale avec son vélodrome joyeux qui amuse les cyclistes de tous âges depuis 1933, son emblématique jetée et sa barre d'immeubles en front de mer, désormais caractéristique du littoral flamand. À Blankenberg, en néerlandais, c'est les montagnes blanches. On fait référence aux dunes, les dunes blanches de la mer qui font rêver de voyages et des horizons lointains. Mais bon, il y a une partie qui subsiste des dunes. C'est les vacances, la mer, les week-ends à la mer, populaires, les passe-temps, tout y est, des petits bistrots, l'apéro, etc. Fortement bombardée, comme toute cette côte pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville s'est relevée si vite que sa reconstruction est qualifiée de miracle de Blankenberg. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est des gravats. Il faut reconstruire, repenser. Et peut-être il y a déjà aussi l'idée de populariser, de rendre accessible la mer à des populations qui n'ont pas les moyens de faire construire une villa ou de louer une villa. L'idée germe de construire des tours, des buildings à plusieurs étages. Bon, il n'y a que 60 km de côte, donc il faut construire en hauteur. Donc à la place des villas, on construit des buildings qu'on vend à des prix abordables finalement pour les classes moyennes. Dans les années 60, les promoteurs construisent à tout va sur les digues et les dunes, faisant fi de l'esthétique comme de l'écologie. Pendant les 30 Glorieuses, l'automobile devient reine et le tram vieux jeu, voire obsolète. Alors que l'autoroute de la mer relie Bruxelles à Ostende, il est question de supprimer le tramway côtier. Le tram a été sauvé finalement dans les années 70. C'est un peu grâce à la crise de pétrole. On constate que les prix du pétrole augmentent fortement, ce qui rend la voiture plus onéreuse pour les familles et pour les vacanciers. On se rend compte aussi que construire plus d'autoroutes, plus de routes encore, c'est très onéreux pour l'État. Et que le tram finalement est une alternative qu'il faudrait peut-être sauver. En 1975, la ligne du littoral est modernisée, rendue plus résistante aux intempéries. À l'heure de la mobilité durable, le tram n'a pas sonné son dernier pimpon.
À Knock, tout le monde descend. Le terminus se situe à la station de Knock-le-Zout, juste avant la frontière néerlandaise. Au dépôt, une poignée de passionnés s'affaire en coulisses à restaurer les anciennes générations de tramways. Ce qui nous intéresse dans la restauration de ces vieux trams, c'est de retrouver les anciens métiers. Et en fait, cette nostalgie est très intéressante et attire au fond, je dirais, tous nos membres actifs. Pour beaucoup de nous, c'est devenu un grand jouet que nous entretenons, dont nous sommes fiers et que nous essayons de partager avec tous les touristes ici à la côte belge. Nous restaurons ces trams aussi pour, je dirais, des générations futures, parce que nous voyons qu'il y a en effet un grand intérêt chez les jeunes et qui se demandent quand ils voient un vieux tram quelque part, ils disent tiens, pourquoi est-ce que ça roule plus ou qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va le démolir, c'est tout de même une belle pièce. Et en fait, nous les restaurons et quand ils sont restaurés, bon, montez à bord et nous faisons un tour avec les jeunes ou les moins jeunes. Entre leurs mains, perdure la mémoire de ce patrimoine roulant, devenu icône de cette côte. Et si on passait en cuisine? Attention, ça risque d'échauffer un petit peu vos papilles aujourd'hui. Sous le soleil des Caraïbes, Gigi a décidé de nous préparer un plat typiquement jamaïcain, le jerk. C'est une belle journée à Boston. Aujourd'hui, on va faire du jerk chicken. Je vais aller acheter ici ce dont j'ai besoin. Salut, bonjour. Je suis là pour vous acheter des bons légumes. Je prends les oignons, le piment, la cébette, du gingembre et du thym. Tous ces piments, c'est que pour toi? On est prêt, on a tout ce qu'il nous faut. On va aller chercher le poulet maintenant. Bonjour. Je peux avoir un poulet, s'il vous plaît? Ça y est, on a terminé les courses. Allons cuisiner tout ça. Très bien. Commençons par préparer l'assaisonnement du poulet. Voici le thym, la cébette et le gingembre, qui donne un très bon goût. Les oignons, il faut les éplucher. Ça, c'est la base, le piment. On a aussi de l'ail. Ça, c'est ce qui donne le plus de goût. Si tu n'as pas ces ingrédients, alors ce que tu cuisines n'est pas du jerk chicken. C'est le moment de mixer tout ça. Voilà, on est prêt à passer à l'étape suivante, la sauce. On fait ça tous les jours ici à Boston. On mélange le tout et puis on va ajouter les épices. Ça, ce sont les graines de piment. On va laisser ça reposer pendant 20 minutes et en attendant, on va découper le poulet. On ne peut pas l'assaisonner s'il n'est pas bien découpé. Il faut enlever les saletés à l'intérieur. Ensuite, on découpe les cuisses. Il faut faire des entailles dans les cuisses pour que la sauce puisse imprégner la viande. Comme ça aura un bon goût et ça ne sera pas fade. Il faut couper la poitrine, comme ça. Et ensuite, on le pique pour que ça marine plus facilement. Maintenant, on va commencer à badigeonner le poulet. On commence par la poitrine, ensuite les ailes. Il fait très très chaud dans la cuisine aujourd'hui.
C'est prêt maintenant. On va mettre ça sur le feu. C'est parti. D'ici 45 minutes, on aura du jerk chicken à manger. Le feu doit être très chaud, environ 200 degrés. Chaud! J'ai commencé à cuisiner quand j'avais 16 ans. Mon grand-père m'a appris. Parfois, c'est frustrant et fatigant. Mais je ne peux pas abandonner, car j'ai des enfants à nourrir. J'ai des factures à payer. Je fais ça tous les jours, donc je dois aimer ça. C'est prêt maintenant. On va faire ce qu'on fait de mieux. On va découper et manger. Suis-moi. Voici ce qu'on fait tous les jours. On vient avec nos amis, on mange du jerk chicken, on boit de la bière et quelquefois, on joue au domino. Ouais, man, on profite avec les amis et la famille. Ouais, man, c'est super bon, assaisonné jusqu'à l'os. On retraverse l'Atlantique pour faire escale sur l'île de Groix. Mais le voyage en mer ne va pas s'arrêter en Bretagne, vous allez voir, avec l'histoire inattendue du jour. En Bretagne, débute à la conquête coloniale française la plus rocambolesque. Plage de sables opalines, criques sauvages, l'île de Groix. Au large de l'Orient, ce petit bout de terre laisse rêveur et peut donner le goût des grandeurs. Au mois de mai 1771, un bâtiment de 900 tonneaux, chargé de 14 mois de vivres et de 300 hommes, jette l'ancre sur l'île de Groix. C'est la dernière escale française avant une expédition de taille jusqu'aux confins des mers australes. À la tête de ce vaisseau, Yves-Joseph de Kerguelen. L'historien Alain Bouler nous raconte l'épopée de ce loup de mer assoiffé de gloire. À l'âge de 16 ans, il va entrer à l'école des gardes de la marine de Brest, qui est l'ancêtre de l'école navale. Il va être très rapidement dispensé de cours parce qu'il est extrêmement brillant, en particulier en mathématiques, en géographie, en latin. Et donc il va naviguer très tôt. Et il se révèle un bon navigateur. Donc voilà le personnage qui est choisi, à sa demande d'ailleurs en partie, parce qu'il a fait des pieds et des mains pour l'avoir, pour faire cette mission. Officiellement, il a pour objectif de vérifier une nouvelle route commerciale vers les Indes. Officieusement, c'est une toute autre mission qui se joue pour Yves-Joseph de Kerguelen. Découvrir le troisième monde. La connaissance du globe est loin d'être complète encore. Par idéologie, on pense qu'à partir du moment où dans le nord on a un énorme ensemble continental, eh bien il faut que dans le sud il y ait l'équivalent pour faire une question d'équilibre en quelque sorte. Sur des atlas, sur des mapes-mondes, sur des globes terrestres, on voit la Terra Australis Incognita, c'est-à-dire la Terre australe inconnue, ou sur d'autres non dum cognita, c'est-à-dire pas encore connue. Objet de tous les fantasmes, les nations européennes rêvent de mettre la main sur ce continent mythique. Pour l'ambitieux Kerguelen, cette campagne est la chance d'une vie. Depuis Groix, c'est l'espoir du royaume de France qui s'apprête à prendre les voiles, cap au sud. Après un an de navigation, Kerguelen revient en terre bretonne. Il file dès le lendemain, il est en route pour Versailles. Il annonce qu'il a découvert la France australe, qui regorge de denrées agricoles, que certainement, vu les terres, il y a des diamants, il y a de l'or. Il reconnaît qu'il n'a pas vu d'habitants, mais il en a sûrement vu les conditions. Et ces habitants seront certainement prêts à devenir des sujets du roi de France. Une terre riche et accueillante qui laisse rêveuse une France avide de conquête. Dans l'engouement, on oublie de regarder d'un peu plus près le livre de bord du marin. Après une escale, il était reparti vers le sud avec 2 bateaux, la Fortune
et le Gros Ventre. Pourtant, à son retour, un seul navire a débarqué en Bretagne. Le Gros Ventre manque à l'appel. Qu'à cela ne tienne, l'heure est déjà à la préparation d'une nouvelle expédition. Cette seconde mission a plusieurs objectifs. L'un qui est évident, de la part du roi en particulier, c'est de coloniser cette France australe qu'il a découverte. Elle a été très soigneusement préparée, le roi lui-même a donné des instructions, il y a beaucoup d'argent, on finance très largement. C'est l'expédition scientifique la mieux préparée et la plus argumentée sur tous les domaines de toutes celles qui ont eu lieu au XVIIIe siècle. En mars 1773, Kerguelen se lance une nouvelle fois sur les mers depuis la Bretagne jusqu'à ses terres australes. Mais quelques semaines après son départ, c'est un autre bateau qui revient en France. Le Gros Ventre, abandonné par Kerguelen, refait surface. Ces gens du Gros Ventre ont vu de l'intérieur cette France australe, ils n'ont vu que des choses inhospitalières. Ils ont vu de la neige, du vent, de la tempête, pas un arbre à l'horizon. Un récit aux antipodes de l'Éden promis par Kerguelen. Au lieu d'un continent, un archipel hostile. Pire, l'équipage du navire raconte que le navigateur n'y a jamais posé un pied. Le Gros Ventre seul a accosté, prenant possession de ces terres au nom du royaume de France. En l'absence de Kerguelen, les masques tombent. Il y a une personne qui sait qu'il a menti, c'est Kerguelen lui-même. Il va faire à partir de ce moment-là tout ce qui est interdit par les règlements. Comme s'il brûlait ses derniers vaisseaux, s'il n'en avait plus rien à faire. C'est l'expédition de toutes les catastrophes, de tous les interdits. Une nouvelle fois, Kerguelen aperçoit l'archipel, mais ne va pas plus loin. À son retour en 1774, c'est l'heure des comptes. L'année suivante, il est radié de la marine et condamné à 20 ans de prison. Pour le marin breton, l'ombre et l'oubli sont la pire des condamnations. C'était sans compter un certain James Cook, qui débarque en 1776 dans l'archipel approché par Kerguelen, en plein océan Indien, à 2000 km au nord de l'Antarctique. Et dans son troisième voyage, Cook écrit « J'aurais dû appeler ces îles îles de la désolation. Mais je n'ai pas voulu enlever à M. de Kerguelen l'honneur de les avoir découvertes. » On peut considérer la chose comme le signe d'un gentleman. Pour moi, c'est l'humour britannique, toujours un peu perfide, mais toujours assez percutant. Mais il n'empêche qu'au bout du compte, Kerguelen a gagné. James Cook trouve une bouteille laissée par l'équipage du capitaine breton et décide de laisser l'île à la France. Le découvreur de tant d'îles magnifiques et luxuriantes ne s'entiche pas de cette terre désolée. En baptisant l'archipel des Kerguelen, il fait passer le héros déchu à la postérité. Retour à la devinette. Aujourd'hui, je vous demandais comment la comtesse de Monteil était devenue l'une des personnalités françaises les plus fascinantes du début du XXe siècle. Eh bien, c'est parce qu'elle est devenue la reine des voleuses. Bijoux, argent, objets précieux, la reine des voleuses visite la nuit les chambres des hôtels de luxe de la Côte d'Azur et dérobe des trésors pendant 2 décennies. Elle est arrêtée en 1908 à Nice. L'enquête révèle qu'elle est en fait à la tête d'une organisation de voleurs et qu'elle se fait passer pour comtesse alors qu'elle n'est qu'une roturière de Mâcon. Je vous dis bis bald.